Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h33, vous savez aussi que l'on vous offre, et je vous offre, tiens, avec Sud Radio, des postes DAB+, et FM, une radio portable DAB+, FM. Vous envoyez un petit mot, un petit message, Sud au 7 20 18, 7 20 18, et ce sera pour vous. Manu, qui attend vos réactions par ailleurs au standard au 0826 300 300 sur l'actualité, tout à l'heure, tirera au sort et vous pourrez gagner. Allez, le grand débrief de l'actualité avec vos appels, bien sûr, 0826 300 300. Vous avez entendu Éric Ciotti à l'instant qui disait la seule solution, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Éric Revel et Elisabeth Lévy, avec d'autres noms, on va voir ça dans un instant. J'imagine que les portables doivent sonner un peu ce matin. Tiens, à propos de portables, avant de parler de politique, j'aimerais vous faire réagir à ça, vous, Éric Revel. Vous avez vu qu'il y a une étude qui dit que les salariés passent trop de temps sur leurs écrans et leurs portables, entre 20 minutes et 2 heures au travail, et que du coup ça nous coûte un peu de croissance. Oui, alors j'avais pas vu l'étude, vous en parliez pendant les pubs, Patrick, mais oui, il y a un problème de productivité comme dans ce pays, c'est évident. Mais si, mais attendez, moi je vais pas ironiser, mais si vous ajoutez ce que vous dites sur l'étude, 2 heures, c'est une moyenne, hein, c'est une moyenne, c'est 2 heures, 2 heures et demie même. 4 heures de télé. Moi j'ai entendu que ça allait jusqu'à 2 heures, mais j'ai pas entendu que c'était 4 heures de télétravail. Ah ouais. Bon, je dis n'importe quoi, etc. Si, mais vous savez que toutes les nouvelles générations remettent en cause l'idée du travail. C'est-à-dire qu'il y a ces générations. Vous stigmatisez les télétravailleurs. Non, veulent donner un sens à leur travail. Vous voyez, donc en fait, c'est ça aussi. On est devant une espèce de divorce de la notion de travail pour ces nouvelles générations qui sont sans doute plus enclines à faire du téléphone sur le travail que les anciennes générations comme moi, qui sont pas digital natives. Vous voyez, je consulte mon téléphone. On utilise son téléphone et ses écrans pour travailler. Tout le monde passe trop de temps sur son téléphone. Les salariés, les pas salariés, les jeunes, les vieux, tout le monde. C'est vraiment, c'est en train de nous, je vois nos cerveaux là se raccornir. Par ailleurs, ça agit sur la santé. Par ailleurs, ce qui est intéressant, écoutez, moi je suis persuadé que c'est vrai que il y a beaucoup de gens. En réalité, on parle tout le temps des patrons voyous. Le patron, c'est mal. Mais il y a pas mal de salariés qui sont des petits voyous aussi, qui truandent gentiment le patron, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Non mais il a raison, Éric. Franchement, et je ne vous parle pas de ceux qui ne travaillent pas du tout. On se pose la question, est-ce qu'il faudra laisser son portable, comme au collège, dans un casier à l'entrée de son bureau? C'est peut-être ce qui va se passer à l'avenir, dans certaines boîtes. Oui. Non, mais vous rigolez, mais c'est possible. Bon, en attendant, revenons quand même à nos moutons, ministres, à notre mouton à 5 pattes, parce qu'il faudra en trouver un. Quels sont les noms qui circulent ce matin? Alors, vous avez Sébastien Lecornu, l'actuel ministre de la Défense. Vous avez Éric Lombard, l'actuel ministre démissionnaire des Finances. Vous avez Madame Vautrin, Gérald Darmanin. Yael Braun-Pivet a fait acte de candidature. Yael Braun-Pivet a dit qu'elle était libre. Disponible. Xavier Bertrand. Alors, Xavier Bertrand, il va se prendre un râteau immédiat du Rassemblement national, puisque c'est quand même l'ennemi. Oui, mais il pourrait avoir les socialistes avec lui. Mais ça suffit pas. Non. Et puis, alors, puisqu'on parle aussi de et la gauche continue avec. Il y a un nom qui circule pas spécialement, mais puisque on est à la recherche d'un mouton à 5 pattes qui connaisse les équations budgétaires, qui est de la bouteille à l'Assemblée et dont le nom apparaît en filigrane, mais je pense qu'il a aucune chance. C'est Charles de Courson. Vous savez, c'est le doyen de l'Assemblée nationale. C'est le grand spécialiste du budget en France. C'est un technicien, c'est un expert. Je pense qu'il prendra pas date pour la suite de sa carrière politique. Elle est faite. Bon, voilà, parce qu'il y a aussi une autre. On dit que c'est un bon médiateur sur l'état de la situation actuellement. Charles de Courson, c'est pour ça. Mais vous savez, il va falloir guetter là ce qui va se passer à la Bourse de Paris et la réaction des marchés financiers. La presse internationale ce matin avec la chute de François Bayrou est très inquiète pour le sort de la France, parce que il faut donner des gages aux marchés financiers sur lesquels on emprunte. Il faut quelqu'un qui rassure. Si vous nommez un jeune macroniste, centriste, qui n'a aucune expérience
d'expérience sur ces questions, je ne sais pas comment ces marchés vont réagir. Je vous parle de la date du 12 septembre aussi, n'oubliez pas. Les agences de notation. Thierry veut bien me laisser en placer. Pardon, non, mais chacun son c'était un sujet économique. Non, mais en fait, la vérité, c'est que, à part, si vous voulez, je pense que, parce que j'en ai marre d'entendre ce nom à chaque fois qu'il y a une incertitude, il faudrait que ce soit le tour de Le Cornu. À un moment, ça fait 10 fois que son nom est cité comme Premier ministre. C'est bon, là, ça suffit. Non, je blague, mais en fait, je n'ai aucune idée de ce que va faire Emmanuel Macron. Je suppose que le nom est probablement dans cette liste, parce que c'est pas tellement un mouton à 5 pattes qu'il faut, c'est quelqu'un qui est susceptible de ne pas être renversé dans les 15 jours. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas renversé sur le vote du budget. Enfin, j'ai l'impression on achète un peu de temps. Vous savez, moi, je crois qu'on va malheureusement traînailler un peu comme ça pendant 2 ans. Jusqu'à la fin du mandat présidentiel, parce que c'est au moment de l'élection présidentielle qu'on va pouvoir trancher un certain nombre de choses. Et après, la question à 1000 balles, mon cher Eric, c'est de savoir si on peut trouver effectivement un accord qui rassemble 51% des Français sur un projet national. Parce que ça, c'est pas sûr, en fait. On accuse les politiques. Mais la vérité, c'est que la société, il n'y a pas d'accord dans la société. Elle est divisée, elle est clivée. Il n'y a pas d'accord dans la société, en tous les cas, pas d'accord qui rassemble la moitié sur, disons, au moins l'essentiel. Enfin, c'est l'impression que j'ai, moi. C'est ça, notre blocage, non ? Si vous voulez, on parle aussi beaucoup de dissolution. Moi, je pense que ce serait peut-être la pire des choses pour le bloc central. Parce que vous savez, souvent on dit en politique, les Français ont la mémoire courte. Mais si la dissolution intervient rapidement, ils n'auront pas la mémoire courte. Et je me demande si le tripartisme qui bloque aujourd'hui l'Assemblée nationale, il survivrait à une dissolution. Autrement dit, si le bloc central ne serait pas lessivé. Alors le bloc central lessivé, ce seraient les deux, plutôt les deux extrêmes. Oui. Non mais alors ça, vous avez raison sur les deux extrêmes. Les deux extrêmes, vous avez la gauche d'un côté. Les deux blocs. Il resterait deux blocs. Alors ça pourrait évidemment pousser Emmanuel Macron, qui je pense est tout à fait prêt à faire tous les coups tordus du monde à Gabriel Attal, à dissoudre. Parce que je pense qu'il leur ferait bien. C'est bien le genre d'Emmanuel Macron de se dire... vous croyez que... De se dire, je vais leur faire un mauvais coup. Non mais, je vais vous dire une chose. Hier, il y avait coup à Gabriel Attal, c'est ce que vous dites. Je pense qu'ils se détestent. Ah bon, c'est vrai à ce point-là ? Je pense que Gabriel Attal, nous a fait une très mauvaise manière, parce que sans le Front républicain, je veux dire, peut-être que la dissolution n'aurait pas été une si mauvaise idée en réalité, que ça tranchait un peu les choses. On avait peut-être un RN qui pouvait gouverner avec quelques appoints comme celui de M. Ciotti, et au moins on voyait sur pièce. On avait un gouvernement, quel qu'il soit, c'était ça le calcul d'Emmanuel Macron. C'était je dissous, je les laisse gouverner. Lui, il espérait qu'il allait se pointer. Juste, je voudrais faire une petite remarque. Oui. Hier, il y avait sur notre chaîne où nous officions tous les deux, c'est une news, un bandeau toute la journée. Un bandeau toute la journée qui était la France retient son souffle. Et alors, je voyais ça, et en fait, si vous voulez, je ne pense pas du tout que la France retenait son souffle. Je pense que vous allez dans les bistrots, les gens parlent très très peu de la démission du gouvernement Bayrou. Il parle quand même en fait de l'état du pays, avec une situation qui est un peu figée dans les entreprises, le travail, etc. Parlez avec des gens qui cherchent du travail aujourd'hui. Ils vous disent dans beaucoup de secteurs, tout est gelé, quoi. Donc, quand même, ça signifie quelque chose. Mais j'ai pas dit que ça signifie rien. Je disais, je pense pas que les Français soient étaient hier comme nous devant leur télé, regarder les discours. Je pense que, si vous voulez, évidemment qu'ils voient bien l'état du pays, mais je ne suis pas sûr, si vous voulez, qu'ils suivent qu'ils attendent le nom du Premier ministre avec tant d'espoir que ça. Non, c'est vrai. Et puis ils ont l'incertitude aussi de la journée de demain. Bloquons tout. Comment vous la percevez, vous ?
Éric Revel? Écoutez, les services disent qu'il y aurait 150 000 manifestants, ce qui à l'échelle du pays est pas énorme, quand même, on peut se le dire. En revanche, si parmi les 150 000, vous avez 80 000 casseurs, enfin je dis absolument n'importe quoi, là ça va être un sujet quand même, ça va être un sujet. Alors, on sait que Mélenchon, il cherche plutôt le chaos dans la rue. Est-ce qu'il peut endosser ce genre de cassage? Moi, la façon dont LFI a récupéré ce mouvement est absolument hallucinante. D'ailleurs, ça a découragé certaines personnes qui voulaient se joindre à ce mouvement populaire en disant non, moi je veux pas être comptabilisé parmi les LFistes. Voilà. Quand vous écoutez aujourd'hui le Parti socialiste qui est toujours prompt, le moment venu, à signer un accord avec LFI, ils sont quand même extrêmement réticents à continuer à marcher du même pas avec Mélenchon. Hein. Parce qu'on parle de la fracture à droite, des LR qui savent plus où ils habitent, etc. Mais alors quand vous regardez l'État, et en fait on n'est pas peut-être devant une crise de régime, peut-être qu'on sera devant une crise de régime, on verra. Mais on est devant une crise de la parole politique. Parce que quand vous dites, quand Elisabeth dit à mon avis, à bon escient que les gens, finalement, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la chute de Bayrou, ce qui les intéresse, c'est comment ça va changer leur quotidien. C'est vrai. Et là, ils y croient plus. Là, ils y croient plus. J'aimerais vous entendre, justement, 0826 300 300 dans un instant. Évidemment, vous pouvez prendre la parole. 0826 300 300 et dialoguer avec nous. Éric Revel, Elisabeth Lévy. Comment vous percevez cela, vous? Est-ce que, finalement, vous avez été touché par, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, par François Bayrou, là? J'ai trouvé son discours, alors je vais vous dire. Et est-ce que vous anticipez ce qui va se passer demain? Est-ce que c'est ça qui vous effraie un peu le plus? Nous en parlons dans un instant, évidemment, sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Le grand débrief, et j'imagine que ça va vous faire réagir au 0826 300 300. Hashtag on en parle avec vous, Benjamin Glaise, Elisabeth Lévy et Éric Revel sont avec moi. François Bayrou n'a pas que des mauvais souvenirs de son passage à Matignon. Hein. Il a même parlé hier d'un profond bonheur. Oui, ça peut surprendre, dit comme ça. Alors écoutez bien, c'était lors de sa dernière prise de parole à l'Assemblée, hier, juste avant le vote de confiance. Il s'adressait alors à ses ministres. Je veux simplement leur dire à chacune et chacun d'entre eux que ces 9 mois ont été, pour le Premier ministre, des mois de profond bonheur, parce que nous avons réussi contre tous les pronostics à former une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de poids lourds, beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié, et qui n'a pas eu une seule crise, une seule tension pendant les 9 mois que nous avons vécu ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ironie, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de désaccords au cours de ces 9 mois à Matignon du côté du gouvernement. Mais dans cette séquence qui a choqué les internautes, c'est que François Bayrou puisse dire que ces 9 mois à Matignon ont été des mois de profond bonheur. Vous l'avez entendu. Certains dénoncent ici une forme d'indécence, alors que le Premier ministre a répété à longueur de journée que le pronostic vital de la France était engagé. Une réaction, tenez, celle du député RN Jérôme Buisson, qui résume la situation ainsi. Crise économique, plus crise migratoire, plus crise hospitalière, plus crise politique égale 9 mois de bonheur profond. Éric Revel? Alors, ce qui est quand même très particulier, c'est qu'avant même le vote, là où il perd la confiance de l'Assemblée nationale, Bayrou dit au revoir à ses ministres, ce qui est là aussi jamais vu. C'est-à-dire qu'il attend même pas le résultat de vote pour dire qu'il a vécu un profond bonheur, que tout est particulier chez François Bayrou. Je sais pas si il met des est-ce qu'il a une idée derrière la tête? Est-ce que Elisabeth, en 2027, est-ce qu'il veut nous faire le coup de « je suis de retour » Comment vous prenez ça, vous, Elisabeth Lévy? Je ne parle pas trop. Profond bonheur. Bah alors, 9 mois de bonheur et l'enfant est pas absolument génial, mais bon. Non, alors je trouve ça. D'abord, j'ai trouvé le discours bon, moi, pour le reste, sur la responsabilité de tout le monde. J'en ai vraiment marre des gens qui disent aux Français rien n'est de votre faute, et j'en ai marre de tous ces Français et de tous ces députés qui disent c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui, alors c'est à lui de se débrouiller. Bon, tout ça va nous amener nulle part. On dirait une classe d'école maternelle, et je parle de toute la France. Oui, chers auditeurs, je sais, ça ne va pas vous plaire. Parce qu'individuellement, chacun peut dire ce n'est pas de ma faute. Mais si chacun dit ça, on s'en sortira jamais. Donc je trouve que là-dessus, il avait le beau temps. Sur les 9 mois de bonheur, alors évidemment, il cherche
il risque de se faire taper dessus pour ça, mais je crois qu'Éric en a parlé, malheureusement j'ai pris en retard. Ouais. Donc le truc c'est qu'il est comme tous les Français. Les Français savent que leur pays va très mal, que collectivement nous sommes très malheureux, et heureusement, si vous voulez, nous cumulons le bonheur privé et le malheur public, heureusement. Donc François Bayrou, il a pu aimer sa vie à Matignon. Alors je sais pas, vous le connaissez mieux que moi en fait. Vous avez fait plus de... Non mais c'est vrai, vous avez fait plus de politique que moi. Oui, pardon. Je connais mieux que vous qui Bayrou, vous connaissez mieux. Oui, je l'ai pratiqué dans des interviews. Vous avez fait beaucoup de journalistes politiques, pas moi, alors allez-y. Oui, il est parfois très curieux, il est très sanguin aussi. Hein. Il peut se braquer très rapidement, y compris dans des émissions en direct. Vous l'avez vu ce week-end, là dans l'émission C'est à vous. Oui. Non, mais je crois qu'Éric a raconté ici qu'un jour il s'était fait engueuler lui par François Bayrou. Bien sûr. Oui. Enfin, c'est la crise subprime en 2008-2009. C'est le grand jury sur une autre antenne. Et moi, je lui pose 2-3 questions. Et en fait, il se braque et il me dit que je suis condescendant, que bon voilà. Donc si vous voulez, et là il change de couleur, le visage change de couleur. Vous voyez, c'est-à-dire que vous sentez que ça va être très chaud. Voilà. Après, c'est quoi l'avenir politique de François Bayrou? Il retourne à Pau, il va à la municipale, il a une idée derrière la tête, parce que tout ça, pourquoi en fait? Son suicide politique, c'est juste pour emmerder Macron, le mettre face aux réalités du pays. Enfin, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'est-ce qu'il cherche, Mais s'il pensait tout simplement ce qu'il dit, en fait, c'est-à-dire je pense que c'est un peu ça. Voilà, il voit bien que c'est pas jouable, qu'il n'arrivera pas. Ça fait quand même la dette, ça lui est pas venu hier la dette. Non. Donc voilà, tout simplement, il a mis les choses sur la table, il voit que ça n'a pas marché, il veut pas être le capitaine de la catastrophe. Oui, mais Elisabeth, votre raisonnement, pardonnez-moi, aurait un sens absolu s'il n'avait pas été au commissariat au plan avant, s'il n'avait pas soufflé à l'oreille de Macron, si tous les députés MoDem n'avaient pas voté à l'Assemblée nationale tous les budgets en déficit. Maintenant que vous me le dites. 0826 300 300 0826 300 300, c'est Loïc de Montpellier qui est avec nous. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Bonjour Loïc. Merci de me laisser la parole. Bonjour Loïc, je vous en prie. Alors écoutez, rapidement, en fait, moi, je veux juste intervenir sur une chose, si vous voulez. On va monter un petit peu dans la sphère. Ouais. J'aimerais juste parler, en fait, tout simplement, de cette stigmatisation qu'on fait des Français à chaque fois qu'on explique que les petits gestes sont les grands tout, que nous sommes responsables de beaucoup de choses. Ça m'énerve, ça me gêne énormément. J'entends en effet que on est d'accord que tout n'est pas gris, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On peut considérer que les Français n'ont pas de responsabilité, mais il ne faut pas oublier qui est le capitaine du bateau. Et on est clairement dans une politique où certains ne touchent pas l'eau. On est en train de créer des clivages sociaux, économiques énormes depuis des décennies avec tous les présidents qu'on a pu avoir. Et je trouve complètement effarant, mais vraiment effarant, d'entendre que nous sommes constamment les responsables et que nous sommes constamment, en fait, les seuls à ne pas trouver de solution. On est dans une politique du fait ce que je dis, pas ce que je fais. On n'est plus dans la méritocratie, on n'est plus dans l'ascension par le travail, on est clairement dans un copinage. Il faut bien savoir, je pense que vous le savez, mais je préfère le dire pour tous les auditeurs, que tout ça, ce n'est qu'une classe de personnes qui se connaissent et qui se serrent la main bien volontiers en dehors de leur jeu de théâtre à l'Assemblée. Ouais, voilà, je pense que c'était important de le dire. Oui, alors, bon, c'est vrai, en même temps, il y a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées à l'Assemblée, donc ce qui veut dire que chacun pouvait se présenter aux élections. Surtout, pardon, mais on les élit, ces gens. Ça fait 40 ans que les Français élisent des gouvernements dépensiers, et pardonnez-moi, évidemment, si chacun ne voit que midi à sa porte individuelle, ça ne marche pas. Quand je parle de responsabilité, oui, collectivement, nous avons élu et réélu Emmanuel Macron, mais tous les autres aussi. Collectivement, nous avons accepté la destruction de l'école, nous avons accepté et même réclamé 90% de réussite au bac, ce qui veut dire que le bac ne vaut plus rien. Collectivement, nous sommes descendus dans la rue pour refuser la retraite le changement du régime spécial de retraite des cheminots en 95. On a mis la France à l'arrêt pour pas réformer un régime de
retraite qui était à l'évidence trop dispendieux et en prime. Et quand je dis nous, moi aussi, nous ne faisons plus d'enfants. Ouais. Donc si vous voulez, bah oui, alors, on est responsable. Loïc, qu'est-ce que vous répondez à Elisabeth? Tout à fait d'accord avec vous, Elisabeth. Hein, je le disais en préambule, la responsabilité citoyenne, elle est là, et il ne faut pas se cacher derrière son arbre, ça c'est certain. Maintenant, je vous rappellerai quand même, Elisabeth, que c'est la première fois sur un mandat présidentiel où on a pris notre mot à dire à chaque fois parce qu'on a été assommé à coup de 49-3. L'Europe, on a dit non, on nous y a mis. On comprend bien qu'il y a des raisons de copinage, comme je disais. Et si vous voulez, quand vous me dites que oui, on les lit, ces gens-là, oui, je suis d'accord avec vous. Le fait est, c'est qu'on les élit parce qu'on a une croyance, on a un espoir, on croit ce qu'ils nous disent. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, clairement, il y a un monde. On est quand même d'accord sur ça. Et quand on n'est pas d'accord avec eux, eh bien, on nous l'impose. Donc, je suis pas sûr qu'on soit encore dans une décision collective. Voilà. Merci en tout cas, c'est intéressant ce que vous avez dit, Loïc, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, pas d'accord. 0826 300 300. On continue la discussion avec vous, avec Jean-François Aquili après 9h dans le Grand Matin et La Vérité en face, qui va évidemment jusqu'à 10h. Merci Elisabeth, Eric. La suite au prochain numéro, c'est-à-dire demain matin. C'est Sylvia de Gironde qui a gagné et qui a envoyé le mot Sud au 7 20 Pourtant, 18. Moi aussi, je l'ai envoyé. Oui, non, je vous ai vu. Je vous ai vu sur votre portable. Non, c'est Manu, évidemment, avec son petit engin. Bien sûr, c'est magique. Moi, je gagne jamais, Manu. Alors j'ai rien envoyé. Non, c'est vrai. Dans un instant, donc, Jean-François Aquili. Vous continuez de réagir. 0826 300 300, bien sûr.